Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civeau. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Il est né à Port-Marly en 1895, c'est quelqu'un d'un autre siècle, dans une famille qui était liée au compagnonnage. Son grand-père était maître charron, et il était élevé dans les ateliers du compagnonnage. Il n'a pas fait d'études, mais le certificat d'études à cette époque-là, c'était remarquable, donc il a son certificat d'études. Après, il est rentré en apprentissage, et il a fait surtout une école des ateliers de serrurerie et du travail du métal, surtout du métal et du bois. Et sa première grève, il avait 13 ans, c'était avec les petits gars de l'atelier. Il a demandé à avoir le droit de ne pas être battu et d'avoir une petite solde, une petite pièce pour le travail qu'il faisait. Et ce qui fait que tous les parents des enfants ont réagi plutôt mal, parce que ma grand-mère lui disait tout le temps: mais quand est-ce que tu vas enfin te tenir tranquille? Donc c'était quelqu'un qui était réactif. Et son frère qui était le plus proche, presque son jumeau, fréquentait la Bourse du Travail, fréquentait les comités anarchistes, et notamment au pont de Beson, où il y avait un groupe d'anarchistes connus de l'époque, on ne connaît que. Et la bande à Bonneau, il a connu des gens de la bande à Bonneau, il a connu celui qu'on appelait la science. Raymond la Science. Voilà, Raymond la Science. Ah oui. Et puis, avec un maître compagnon d'atelier, très vite, il a quitté le compagnonnage, les compagnons du devoir, pour aller vers les compagnons du devoir de liberté. Et très vite après, vers les syndicats. C'est-à-dire qu'ils ont renié le côté religieux, rituel du compagnonnage. Mais moi je vois que dans toutes ses démarches, même de militant ensuite, il a gardé des valeurs qui étaient la solidarité, qui était l'amour du travail bien fait, la dignité qui consistait à se dépasser par des chefs-d'œuvre. Et quand j'étais enfant, il me disait toujours la main créatrice, c'est la main qui fait la civilisation. Voilà, je me souviens de ça, parce que bon, il avait des formules comme ça qui restaient. Ce jeune frère qui avait presque le même âge que lui, peut-être un an ou deux de plus, a fait également la guerre de 14. Ils étaient au meeting de Jaurès, au Pré-Saint-Gervais. Et il a milité contre la loi des 3 ans, alors contre la loi Le Chapelier, après, il m'en parlait, il évoquait. Et ce jeune frère a été tué. Alors c'était un beau jeune homme qui était chanteur, qui était danseur, il a été tué au chemin des Dames. Mais bon. Donc c'était un peu un traumatisme pour la famille. Donc il a poursuivi non pas ses études, mais l'acquisition du savoir. Dans la bourse, il fréquentait la Bourse du Travail de Paris. Et il était le syndicat des charpentiers, le syndicat des serruriers, enfin beaucoup de choses qui s'organisaient à ce moment-là. Et puis il avait 20 ans, donc il était enrôlé. Guerre de 14, il a fait la grande bataille de Verdun. Il était notamment à la butte de Tahur. Et là, il a sauvé son général, qui est un général qui est connu, moi je ne savais pas qu'il était connu, qui est le général Marchand.
Oui, Marchand, Donc il a été plus loin dans le front pour le ramasser avec le clairon du général qui s'appelait Vallier. Et avec sa bande moltière, il lui a fait un bandage autour du ventre, parce qu'il avait reçu un éclat, et ils l'ont entraîné vers l'arrière. Et en 1945, quand il s'est retrouvé à Villejuif, alors que d'origine il était à Port-Marly, Beson, Houille, Bois-Colombes, dans le nord, en fait la femme de ce général Marchand était la comtesse de Saint-Roman, qui possédait en gros tout Villejuif, descendance de la féodalité. Et elle lui a donné le terrain sur lequel la maison est construite aujourd'hui, en souvenir de son mari. Commandant Marchand qui a fait la conquête de l'Afrique centrale. Mais oui, c'était ça. Voilà. Et il y a un tableau qui représente le général Marchand qui sort blessé. Il est porté par un tableau guerrier remarquable. Son frère était antimilitariste. On pense qu'il a été plus ou moins tué parce au moment où il y a eu des mutineries, et il chantait notamment la chanson de Craonne. La chanson de Craonne, et on pense qu'à ce moment-là, ou l'International, en fait. C'est pour toujours de cette guerre. On ne sait pas s'il est mort au combat ou s'il n'a pas été tué, comme pour l'exemple. Et mon père, alors, a reçu des tracts antimilitaristes sur le... Ah oui, il a été blessé, en même temps que le général, mais il a été blessé au pied. Donc on l'a évacué vers l'arrière, on l'a évacué dans le sud de la France, à Biarritz, je crois, l'hôpital de Biarritz, où là il y avait j'ai des photos où on voit les marraines de guerre de l'époque qui sont entourées de soldats. Et là il a reçu un colis de tracts antimilitaristes qui a été ouvert bien sûr, et il a perçu ça comme une provocation pour le coincer. En tout cas, il n'est pas remonté sur le front, il est parti, on l'a fait partir en Guinée française, et puis très longtemps à Fréjus. Il était dans un bataillon colonial, et après sur le front de Salonique, où il a fait ses premiers vases de guerre, dans des obus. Et on arrive à la fin de la guerre, dans les années 20. Donc c'est l'époque où il était adhérent au Comintern, et c'est l'époque où il y a eu aussi la naissance du Parti communiste. Donc il était, au moment de la scission, il était du côté communiste, et là il a été militant de base, il a monté des cellules. Comme il était connu, il me disait qu'en l'espace de quelques années, il a dû faire 85 usines, parce qu'à chaque fois que les patrons se renseignaient sur lui, il était licencié, quoi. Mais il a été sur ces quelques années, il n'a été que 8 jours chômeur, c'est-à-dire qu'il repartait avec son baluchon. Ma mère, au départ, quand elle voyait revenir, elle pleurait, et à la fin, quand elle le voyait revenir, elle riait. C'était des choses comme ça. Et donc là, ça a été jusqu'aux années de 36 du Front populaire. Il a connu beaucoup d'Italiens et beaucoup d'Espagnols qui revenaient de la guerre d'Espagne, ou qui revenaient des problèmes qu'il y avait eu au niveau des usines Fiat autour de Turin. Les années 20-22. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû connaître, par exemple, Griotto, dont on reparlera. Et en 1939, il a été arrêté comme communiste, conduit au fort de Dieppe, d'abord, aux exclus de la métropole, ensuite à la citadelle d'Oléron, d'où il s'est évadé à l'arrivée des Allemands en 1940, avec la complicité de quelqu'un qui était dans l'institution de ce bagne. Et là, il a rejoint ma mère qui subissait l'exode, qui était avec son fils, qui devait avoir 15 ans,
il a rejoint ma mère à Lourdes, où il a retrouvé l'usine Hispano-Suiza dont il était un salarié. Cette usine a été en partie arianisée, mais n'a pas voulu être arianisée, donc elle a fait une sorte de résistance et elle s'est remontée sur la région de Lourdes. Là, il a fauché un tampon de mairie, le tampon de la mairie de Lourdes, tampon qui est devenu plus connu parce qu'il permettait de passer, la frontière espagnole, quoi. Il a profité d'une remontée d'employés du Crédit Lyonnais pour se fondre dans les groupes avec ma mère, et ils sont revenus sur Paris. Et là, ils ont commencé la résistance. Ensemble, mais lui surtout. Et disons que ma mère ne savait pas grand-chose. Il considérait qu'elle était, bon, elle est costaud, mais elle était plus fragile, plus sensitive. Et donc, même depuis les années 20, il y a plein de choses qu'elle ignorait, quoi. Ils sont rentrés dans un réseau Alors, mon père a rejoint le réseau de gens qu'il avait connus pendant le Comintern, tout simplement. Et il est rentré dans ce réseau-là, et ils ont fait, avec un Italien qui s'appelait Dino Griotto, ils ont fait qui était graveur premier prix de Rome. Oui, ce que j'ai te demandé, voilà. Ton père était graveur, donc quand est-ce qu'il est devenu graveur? Parce que tu nous disais qu'il avait été charpentier, qu'il a fait plusieurs métiers. Non, il a fréquenté le syndicat des charpentiers, il a appris plein de choses, il apprenait beaucoup de choses. Il apprenait les techniques du bois et les techniques du métal. Oui. Mais par sa famille, c'était le compagnonnage des charrons. Donc il connaissait déjà en tant qu'enfant, il voyait les gens travailler, faire les cerclages des roues, des roues de charrette. Donc il s'intéressait à tout ça. Mais quand on est jeune, on va partout. Mais il était très spécialisé en serrurerie surtout. Voilà. Oui, parce qu'il est devenu, il me semble, premier ouvrier de France. Non. Non. Il a fréquenté Griotto, qui lui a beaucoup appris en gravure. Il a complété sa formation de graveur, mais il savait travailler au centième de millimètre, faire des choses très ténues, ce qui lui a permis de reproduire des timbres allemands, des tampons, de faire la carte d'identité. Tous les deux, ils faisaient les papiers d'identité de A à Z. Et mon père était aussi l'outilleur. Il était outilleur aussi, c'est-à-dire celui qui fabrique les outils. Il apportait toutes les pièces qui pouvaient servir à fabriquer des petits outils pour fabriquer les faux papiers. Dino Griotto, c'est quelqu'un, alors mon père me dit, lui est premier, était prix de Rome. Et à Turin, il avait une très très belle boutique de gravure. Et il a fermé sa boutique, et on dit que pendant 9 ans, il travaillait dans l'arrière-boutique, il se faisait ravitailler, il ne sortait pas. Alors je ne sais pas si c'est une légende, parce que ça paraît énorme. Et là, il militait d'une façon ou d'une autre. Et il est venu avec une immigration, il est venu en France, et les gens de son réseau l'ont mis en relation avec Dino, et c'est là qu'ils ont fabriqué des faux papiers pendant jusqu'en 42. En décembre 42, c'était rue Tlemcen, au 22 de la rue Tlemcen, et je trouve dommage, au 3e étage sans doute, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de plaque, parce que c'est une petite rue dans laquelle elle est toute petite, il s'est passé beaucoup de choses dans cette petite rue. Et ils ont été arrêtés parce que filés. Dino a été arrêté, le chef du réseau a été arrêté. Mon père arrivait pour les rencontrer, et il a été sauvé par la concierge, qui lui a dit venez prendre un café. Et donc ça a sauvé mon père et ma mère. Et
le chef de réseau lui avait donné ordre quelques mois auparavant en disant qu'il était de plus... C'était des gens qui étaient quand même habitués à des filatures, qui étaient bien formés, hein, qui ne se laissaient pas prendre comme ça. C'était pas des amateurs. Mais lui savait, le chef de réseau, qu'il était de plus en plus serré. C'est le mot qu'il employait. Et il lui avait dit de prendre la charge d'une entreprise sur Villejuif. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Villejuif. Donc il avait sa planque de résistance qui n'existe plus, il y a un immeuble maintenant. Mais dans les archives communales, j'ai retrouvé les plans de cette usine dans laquelle je suis née et dans laquelle j'ai vécu 3 ans. Et je m'en souviens très bien, parce que, et j'aimais beaucoup, parce qu'il y avait tous les accents slaves, roumains, ukrainiens, russes, hongrois, enfin il y a tous les accents, et espagnol, italien, et c'était vraiment un lieu fabuleux. Et je ne sais pas trop qui étaient tous ces gens, certains plus ou moins, et il y avait notamment des femmes, des chimistes. Elles avaient un laboratoire de chimie, et elles travaillaient là, 2 sœurs ukrainiennes. Alors c'était comme des petits noms de chats, c'était Riva, Anna. Dans quelle année c'était ça? 46, mais à mon avis avant. Et celui qui était le directeur du lieu, c'était M. Snozov. Je ne sais pas du tout, je me souviens que de son nom. Il est venu. Ce réseau c'est un réseau communiste? Entièrement, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y avait des communistes dedans. Mais il était affilié à quelque chose, à une organisation, FTP ou à un autre... Ah oui, alors j'ai oublié de dire que quand le réseau était arrêté et quand mon père est venu sur Villejuif, à ce moment-là, il est resté quelques mois dans le brouillard. C'est les termes techniques, dans le brouillard. Ensuite, il a cherché à raccrocher à raccrocher une liaison. Et à ce moment-là, il a fait, dans le cadre des FTP, de la livraison d'armes, avec un demi-frère qui était spécialisé dans les postes. Ils ont fait des regroupements d'outillage pour des postes émetteurs. Et il a fait des attentats dans divers endroits, et un peu de renseignements pour savoir combien de camions allemands passaient à cet endroit, etc. Il a été arrêté à Villejuif sur dénonciation. Alors on ne sait pas trop qui c'est, mais plus ou moins. Et la personne en question a été arrêtée par la Gestapo, n'a pas été torturée, mais elle a assisté disons, aux tortures de son mari et de son chef, qui était son amant. C'était un trouble, comme on dit maintenant. Enfin, dans les lettres, enfin, on pense que c'est elle qui a donné le nom de mon père, et surtout, elle a parlé du tampon de Lourdes, et par le tampon de Lourdes, on est retourné, on est arrivé à mon père. Et mon père disait que quelqu'un qui parle sous la torture, on ne peut pas lui en vouloir, et elle a été, comment dire, Dino, il a été décapité à la hache. L'autre, le chef, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Et elle est partie pour Ravensbrück. Et quand elle est revenue ici, je me souviens, je l'ai connue moi, à ce moment-là, et je devais être dans la période, parce que quand elle a voulu me dire que je lui dise bonjour, j'ai dit non. Je devais avoir 4 ans, elle a éclaté en sanglots, et je n'avais jamais vu d'adulte pleurer, ça m'a impressionné. Et en fait, c'est elle qui aurait donné le tampon de Lourdes et le nom de mon père. Et mon père, pendant des années, ils ont eu une correspondance, elle venait ici. Mon père lui a fait avoir une pension de veuve de résistant. Et il a fait en sorte que Dino soit homologué dans la résistance. Voilà. Alors mon père est arrêté, subit des interrogatoires dont il ne m'a jamais parlé. Et moi je pensais qu'il n'avait pas été torturé parce que je me suis dit, alors, si jamais il a été torturé, moi je deviens délinquante. C'était un fantasme sans doute, mais je le sentais comme ça.
Et quand j'ai, en 2015, quand on a fait l'exposition à Buchenwald, j'ai appris enfin, qu'il avait été pas mal torturé, et que là-bas, les copains lui avaient fait un corset particulier pour le tenir. Et sur Villejuif, dans les années 60, le docteur disait, je ne sais pas comment il tient, il n'a plus de dos. Enfin, mais je n'ai jamais entendu mon père se plaindre, jamais. Et ensuite, quand je suis revenue, moi, habiter dans sa maison, tout le monde, enfin, parmi les copains, tout le monde savait, tout le monde savait qu'il avait été torturé, sauf moi. C'était un secret de polichinelle. C'était dans la rue des Saussets qu'il a été torturé? Oui. Oui, et il dit qu'il a été incarcéré dans la prison où était Marie-Antoinette, ce qui est possible. Elle est servie à ce moment, le lieu est servi. Et donc on l'a envoyé à Compiègne, enfin, il y a eu tout le parcours, hein. Les prisons françaises, donc la Santé Fresnes, ensuite Compiègne, c'est là que le docteur Villebord a fait plusieurs tableaux, dont un de mon père, clandestinement, en utilisant pour le rouge de la brique écrasée, de la craie, et on lui avait fait passer clandestinement une boîte de peinture. Oui, avant il y a eu Ménilmontant, où il était otage pendant très très longtemps. Et s'il n'a pas été fusillé à ce moment-là, c'est que je crois que l'État changeait de tactique. L'État. Les Allemands changeaient de tactique et n'allaient plus faire fusiller des otages. Donc du coup il s'est retrouvé à Compiègne et après à Buchenwald. Voilà. Et là on est en janvier 1944 à Buchenwald. Est-ce que dans Buchenwald, la fameuse résistance clandestine du camp, Marcel Paul, il y a une photo de ton père avec Pierre Durand, est-ce qu'il a participé aussi à ce comité clandestin qui a résisté à l'intérieur du camp? Oui. Oui, parce que c'est dans ce cadre-là qu'il a fait ses médailles. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu, peut-être? Alors, ce travail comme extraordinaire dans un camp, comme ça, de pouvoir faire des médailles qui sont des œuvres d'art, puis qui sont symboliques, qui n'étaient pas distribuées à n'importe qui. Alors, la vie du camp qu'on connaît, il était au bloc 31, il a été, pendant la quarantaine, il était employé à la carrière, ce qui fait qu'il a, dans le bois de l'arbre de Goethe, alors ce bois de l'arbre de Goethe, c'est un arbre extraordinaire, c'est un chêne extraordinaire, remarquable, qui se trouvait au milieu du camp, et que les nazis d'ailleurs avaient protégé d'un cerclage de métal pour que les déportés ne l'abîment pas. Mais en creusant le camp et en édifiant les bâtiments, en fait les nazis avaient touché les racines et l'arbre s'étiolait. Et les déportés disaient, en regardant les feuilles tombées de l'arbre, plus les feuilles tombent, plus on s'approche de la libération. C'était donc à ce moment-là, il a pris un morceau de l'arbre au moment où les usines du camp ont été bombardées, comme plein de déportés à l'époque, et dans ce morceau, il a taillé, il a sculpté un petit personnage qui représente le déporté politique qui doit faire un travail forcé, qui subit les coups, la faim, le froid. Mais ce petit personnage, il a le poing serré, parce que par sa ténacité, le politique garde sa volonté pour lui, et sa force intérieure. Et à l'arrière de ce petit personnage, il a fait un socle, et là il a fait sur un morceau de cuillère volé, un manche de cuillère. Il a fait le plan de la carrière de Stenbock, je crois. Alors ensuite, bon, il était mal en point quand même, il avait 48-49 ans, et il avait la dysenterie,
Donc il s'est retrouvé au Révire. Au Révire, il était dans la chambre qui est tout proche du crématoire. Et il était moribond, il devait passer au crématoire. Et un ami à lui, un camarade, un breton, parce que mon père est breton, s'est précipité au Révire et a dit mais il faut le sauver. Et à ce moment-là, les communistes allemands, dont Ernst Busse, je crois, et Otto Kipp, sont venus le voir et l'ont... mon père, il était un peu dans les vapes. Ils lui ont présenté une chemise blanche, une chemise rouge, une chemise blanche, une chemise rouge. Et à un moment, ça l'a énervé. Et quand il a revu la chemise rouge se hisser, il a dit Rotofan, drapeau rouge. Et à ce moment-là, ils l'ont mis de côté. Et là, ils l'ont retapé avec des morceaux de sucre, je crois, pendant 15 jours. Et puis, ils lui ont fait la résistance allemande. Il dit qu'il a passé un interrogatoire oral, comme jamais il en a passé. Ils ont retourné les dates, les faits, dans tous les sens, pour être sûrs de lui, et il a été accepté. À ce moment-là, ils l'ont mis, comme il était outilleur, ils l'ont mis dans les usines, et il était dans l'usine Siemens, dans le groupe qui travaillait sur les pilotes directionnels des V1 et des V2. Et là, il a commencé à saboter cette espèce de GPS. Donc j'ai une cassette où il explique son sabotage. Il y avait quelqu'un dans cet atelier qui s'appelait Hermann, qui était peut-être un Allemand aussi, un ingénieur en tout cas, qui guidait les outilleurs dans la façon de saboter, parce que il fallait que c'est là que j'ai appris le mot saboter invisible. Et je sais que quand j'ai fait le livre, l'éditeur il disait mais c'est pas correct saboter invisible. Je lui dis mais monsieur l'éditeur, vous ne connaissez pas le langage populaire. Le langage populaire il est rapide, il raccourcit. Saboter invisible, on a compris. C'est pas la peine de compliquer les mots. Et donc c'est-à-dire que quand on essayait de contrôler, parce qu'ils étaient contrôlés, leur travail, le travail tombait en poussière. Et on ne pouvait pas prouver que c'était du sabotage. Parce que quand on sabotait, on passait au bunker pour les aveux, mais après, on était accroché, à titre d'exemple, au barreau du bunker, et là, l'hiver, on finissait gelé, quoi. Et donc, quand il était avec la résistance allemande, il a fait différentes choses. Notamment rompre l'isolement, dire qu'on va s'en sortir, faire naître l'espoir, développer la solidarité, même si c'est un tout petit morceau de miette de pain ou un morceau d'habit, développer la solidarité. Et puis enfin diverses choses, les colis, enfin plein de choses. Et puis notamment la résistance par le dessin, par la culture. Il faisait des échanges de causeries, déjà à Compiègne, il faisait des échanges de causeries manuelles, intellectuelles, comment on fait une armoire et le surréalisme par exemple. Et à un moment donné, lui il avait besoin je crois que c'est le compagnonnage qui était là aussi. Ça c'est moi qui le dis, hein. Sa vie intérieure, son identité, le fait qu'il se tienne droit, c'était son métier. Et il était toujours en recherche de métal. Et donc il y avait l'endroit où quand les déportés arrivaient, ils se déshabillaient, mais il y avait des valises. Et donc par le réseau de déportés qui faisait partie du réseau des résistants à des grades plus ou moins élevés, il se procurait des cuillères. C'est pour ça qu'il a gravé sur la coupe de la cuillère, l'arrondi de la cuillère, qu'il aplatissait, et il pouvait graver dessus.
Ou alors il gravait sur le manche. Il a gravé aussi sur des pièces de 5 marques qu'il empilait, ou pas. Et il faisait cuire ces métaux, ça porte un nom, ça, enfin, pour que les métaux soient beaucoup plus durs, tremper les métaux sur le poêle. Dans les blocs, il y avait un poêle. Et donc, au moment où il n'y avait personne, où ils pouvaient... ah oui, ils pouvaient être là parce qu'ils étaient malades, avec des complicités qui montaient la garde, ils pouvaient à ce moment-là tremper les métaux et graver. Outilleur, il a fabriqué ses outils pour graver. Voilà, c'est vraiment sans fin. Voilà. Et alors, les médailles qu'il faisait étaient distribuées à des gens qui étaient dignes de les recevoir, qui étaient par des actes de résistance ou par la solidarité qu'ils exerçaient. Et donc, qui jugeait à qui on pouvait donner, on devait donner ces médailles? Ça, je ne sais pas. Mais c'était, disons, les états-majors, ou peut-être oui, par affinité. affinité. C'est ce que je pense aussi. Hein, par affinité. Les résistants qui organisaient la résistance intérieure du camp, mais je pense... Parce qu'il y a des médailles qu'on lui a demandées. Par exemple, on lui a commandé la médaille pour le général Sakharov, qui était un Russe, qui avait... Qu'est-ce qu'il a... Ah, il avait tenu tête au capot vert, enfin non pas au capot vert, c'est pas possible, au capot, au doyen SS, en prouvant que les hommes, s'ils étaient battus, seraient moins efficaces dans le travail voilà. Enfin, en utilisant cet argument, pour demander à ce que des capots, qu'il n'y ait plus de capots violents qui dirigent les blocs. Donc il a fait déplacer un capot violent, et ce qui fait qu'au bloc 31, où il y avait beaucoup de Français résistants, ils ont pu avoir un capot et un sous-capot qui était... comment il s'appelle Gilbert Schwartz, qui a fait beaucoup de choses, qui a diminué la dureté des conditions autant qu'il pouvait, quoi. Et donc il y a effectivement, on lui a commandé la médaille pour le général Sakharov à cause de ce qu'il avait fait là. Mais je pense que c'est de lui-même peut-être qu'il a fait la médaille pour Schwartz, pour Gilbert Schwartz. Il en a fait une médaille. Alors une médaille que moi je n'avais jamais vue, mais en 2015 quand on a fait l'exposition de ce qu'il avait fait, le petit-fils de Gilbert Schwartz est venu en moto avec dans le mouchoir de son grand-père, il avait la médaille. Et donc moi j'étais sur l'estrade en train de faire mon petit discours. Et je lui ai dit de venir. Et je lui ai passé le micro et il a raconté comment cette médaille était née. Je ne l'avais jamais vue. Et quand il me l'a mis dans la main a fait ça, elle était extrêmement lourde. Mais bon, c'est la médaille de la famille Schwartz, elle est repartie dans la famille Schwartz. Voilà. Oui, c'est vraiment la continuation de la résistance dans le camp. Par le sabotage d'une part, mais aussi par, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est encore plus, je dirais, plus digne que la simple résistance en sabotant des pièces. A-t-il joué un rôle dans l'insurrection du coup? Oui. Alors, il disait aussi, à Buchenwald, tous les Français sabotaient. Ceux qui faisaient les fusils, il y avait les fusils qui tiraient sur le côté, qu'on donnait au SS, et les fusils qui tiraient bien net, qu'on planquait. Ils ont planqué des armes, ils ont préparé l'insurrection. Ils ont planqué des armes sous les blocs, et dans les usines, par exemple, ils faisaient sortir des poignards sous des bouteillons de soupe. Lors des corvées de soupe, sous les bouteillons, il y avait des poignards qui étaient là. Tu disais sur le rôle que lui a joué dans l'insurrection, en fait. Oui, alors l'insurrection, elle était d'une très grande ampleur. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas 4000, 4500 organisés.
je crois que c'est Marcel Paul en personne qui passait la revue des camarades organisés sans que ceux-ci le sachent. Mais ils avaient consigne de faire de la gymnastique à telle heure, sans savoir pourquoi, enfin comme ça. Et Marcel Paul passait en revue en fait les troupes, les manès, les troupes d'insurrection. Il y avait trois bataillons, Marceau et Hoche, peut-être, Saint-Just, et mon père était à Saint-Just. Ce qu'il devait faire, c'est... parce qu'il savait, bon, il ne pouvait pas lutter contre les SS, mais c'est vrai qu'il y avait une caserne avec 8000 SS qui étaient là. Mais comme c'était la fin de la guerre, les SS commençaient à partir. Donc il en restait moins. Et les SS à ce moment-là ont fait partir presque la moitié du camp en marche de la mort. Mais les camarades avaient vu que deux lance-flammes je crois, étaient arrivés, et que le reste du camp qui n'aurait pas le temps de partir, comme ils avaient vu ce qui s'était passé dans un autre camp tout Elrich, je crois, où il n'y avait plus rien. Enfin, ils savaient par les nouvelles de gens, enfin ils étaient vachement renseignés, je ne sais pas comment ils faisaient, mais c'était vachement renseigné. Donc ils savaient qu'ils risquaient de tout se passer au lance-flammes. Donc à ce moment-là, ils étaient prêts à lancer l'insurrection. Et donc c'était la brigade française d'insurrection, la BEFAL. Mais ça c'était les Français. Mais il y avait les Espagnols, il y avait les Polonais, il y avait différents groupes slaves, et les Russes qui avaient une façon particulière de s'organiser. Je ne sais pas laquelle, mais mon père disait une façon particulière de s'organiser. Donc mon père devait, au moment où les gens partaient à l'insurrection, des fois sans armes, il coupait les fils électriques avec des pinces qui étaient protégées, il mettait des planches, il prenait les miradors, et ensuite il patrouillait tout autour. Et c'est à la fin de cette insurrection, quand les nazis sont bien partis, que mon père est allé dans la caserne des SS, où il a pris un album du commandant du camp, je l'ai là, l'album, où il y avait différentes photos, des photos un peu comme celle-ci, c'était des photos multivues, avec il a dû ramener une centaine de photos comme ça, le camp modèle, et puis aussi des photos de prisonniers, des photos de supplices, de cobayes, enfin bon. Et donc il a ramené cet album, et il a ramené ses médailles. J'ai sa dernière lettre ici à ma mère en disant je te ramène quelque chose de beau, c'est-à-dire ces médailles, parce que le but des médailles, c'était, au cas où ils ne sortiraient pas, les médailles, elles pouvaient être dans le sol, mais je ne sais pas, archéologiquement, un jour on les aurait trouvées. Il était quand même au-delà de la fonction artistique. Et la fonction artistique, c'est quelque chose de très important quant à l'identité et à la dignité humaine. Mais au-delà de cette fonction-là, il y avait le besoin de témoigner. Témoigner pour après qu'on sache, quoi. C'est vrai que tu nous as fait un portrait de ton père qui est tout à fait exceptionnel, hein, mais parce qu'il est lui-même un personnage exceptionnel. Alors, on peut arriver à notre première question maintenant. Bien sûr. C'est la façon dont tu en parles déjà, c'est très significatif, hein, puis c'est normal. Mais en quoi ce personnage qui est ton père a peut-être influé sur ce que tu es devenu? Alors, je ne veux pas dire sur ta personnalité intime, mais sur ce que tu es devenu, c'est-à-dire que tu as écrit un livre sur ton père, tu en parles, j'allais dire facilement quand même, tu as fait ces expositions, tu participais d'ailleurs à une présentation de ton livre à la DBR, enfin, je veux dire que tu restes impliqué quand même dans cette mémoire gravée
elle est gravée en toi aussi. Et donc, est-ce que tu le sens, ça? Ou est-ce que ce que tu as fait, c'est parce que ça t'intéressait, mais d'une façon détachée? Non, non, non. Je crois pas. Non, en fait, ça s'est passé comme ça. Je ne pensais pas faire un livre sur mon père. J'avais pris une petite corbeille, et puis tous les vieux papiers de la maison, avec l'intention de, j'aime bien moi vider. Et en regardant les papiers, soudain je tombe sur des dessins que je ne connaissais pas. Je connaissais beaucoup de choses, hein, mais des dessins que je ne connaissais pas, et il y avait marqué Buchenwald 44. Et je me dis, c'est pas possible. Pourtant 44 Buchenwald, c'est pas bon. Donc j'ai commencé à mettre enfin, j'ai rien jeté. J'ai travaillé dans un musée 20 ans, donc j'ai rien jeté. Et j'ai été acheter des classeurs, plusieurs classeurs, et j'ai commencé à archiver en me disant qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et là je me suis dit mais c'est énorme, et il faut qu'on sache qu'il y a des gens là-bas qui se sont battus pour que ça n'existe plus, mais également par le dessin. Enfin, c'est du témoignage. Donc c'était pas parce que c'était mon père, et j'ai pas fait le livre. Bon, mon père est le fil directeur. Mais j'ai découvert l'insurrection, j'en avais entendu parler, mais c'était... Enfin, mon père m'a jamais fait un cours, donc j'avais pas de vision globale. Mais disons, c'était souvent au moment du repas de midi, où on était en face à face, et il y a un truc qui lui revenait, et bon, comme ça, et moi j'écoutais. Je posais pas de questions, j'étais habituée à pas poser, je sais pas, je ne posais jamais de questions. On me disait ce qu'on voulait ou on me disait pas. Mais donc, du coup, je ne l'ai jamais interrogé. Par contre, je me souvenais bien. Et mon père, c'était pas possible pour moi de raconter tout ça, j'étais pas historienne. Je voulais pas faire non plus un roman. C'était comment dire, malvenu, quoi. Donc, j'ai fait une sorte de... C'est là que j'ai compris que le témoignage, c'était encore autre chose. Mais j'avançais pas à pas et je grandissais petit à petit. Donc, j'ai fait Mon père était le fil conducteur, mais je voulais parler de cette résistance au camp et de cette solidarité au camp. C'était ça le propos, c'était pas mon père. Voilà, mais il fallait bien qu'il y ait un fil conducteur, et voilà. Oui, mais si tu avais envie de parler de cette résistance au camp, c'est peut-être parce que ton père a été dans ce camp. Et peut-être quand même, d'une certaine façon, à lui et à ses camarades, rendre hommage à leur résistance. À tout le monde. Parce que y a beaucoup de héros en période troublée comme ça, et trouble. Il y a beaucoup de héros. Alors il y en a dont on connaît les faits, mais il y en a plein dont on ne connaît pas les faits. Tous les gens font des conduites héroïques. Hein. Enfin, tous les gens. Beaucoup de gens font des conduites héroïques. Et l'inverse. Non, je voulais parler de tout le monde. Je ne me sens pas porteuse spécialement de mon père. Je me sens porteuse de plus jamais ça. Et puis, non. C'est non. C'est lisible dans les deux sens. Et à partir de quel moment il a commencé à te parler de sa résistance sur les camps? Avec quel âge? Il m'en a pas parlé. Je dois avoir 6 ans. Oh. Il m'en a pas parlé quand j'avais 6 ans. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'ai fait ma première manif sur ses épaules pour les Rosenberg. J'étais impressionnée. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu Nuit et brouillard à Chaillot. Et j'ai mal dormi. Pendant un mois. Mal dormi pendant un mois. Enfin, une enfant, elle voit... Ce qui m'a vraiment... Enfin, il y avait les cadavres, comme ça, empilés. Mais surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui portait une femme, qui était tellement légère qu'elle flottait comme un foulard derrière lui. Et c'est cette image-là. Il y a des images qui se gravent comme ça. Ensuite, il a monté des expositions à Villejuif, à l'époque où il y avait une grande salle des fêtes. Et je sais que j'étais une gamine, donc j'étais là, quoi. Il fallait bien que je sois quelque part. Donc j'étais avec lui dans l'expo, et je me souviens que je lui passais les grenades. Je savais que c'était des grenades.
Bon, les gosses s'amusent de tout. Et puis, dans l'expo, j'étais quand même impressionnée par les photos des têtes momifiées, là, raccourcies. Comment on dit? Oui, pas les givaros. Pas les givaros, mais les têtes réduites. Les têtes réduites. Et j'ai surtout, alors, la même chose, été très très impressionnée. Et ça, là, on peut dire un traumatisme ou une photo écran, enfin, par une femme dont le corps était scié avec les scies verticales, comme ça, qui étaient là, quoi. Ça m'a vraiment très impressionnée. Ensuite, je devais avoir entre 8 ans et 10 ans quand il a commencé à m'en parler. Donc, comme ça, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai fait le livre, j'arrivais pas, moi je suis très concrète, j'arrivais pas à me représenter l'espace du camp. C'est pour ça que je voulais y aller, parce que je savais pas exactement où étaient situées les choses. Et sur les médailles, il y a un raccourci plastique, quoi. Ce qui fait que c'est une condensation. Et les choses sont des fois en vis-à-vis, et j'avais besoin de voir le lieu, quoi, comme ça. Et c'est marrant parce qu'il y a des énigmes qui restent. Par exemple, je sais qu'il dit et il écrit qu'il gravait à l'ambulance. Et tout le monde m'a dit, mais non, l'ambulance c'est le Révire, c'est l'infirmerie. Non, non. Mais non, il y a un truc qui s'appelle l'ambulance. Je ne sais pas ce que c'est. Dans un dessin qu'il a fait, il y a 2 dates, parce que les médailles sont recto-verso. Il y a 2 dates. Personne ne peut me dire ce qui s'est passé en ce mars 44, personne. Et il y a le plan qui est un plan, à mon avis, du camp, où il y a la tour de Bismarck, et il y a des numéros. Et il y a comme on voit sur les cartes d'état-major, comme ça, des courbes de niveau. Et il y a des numéros, et personne ne peut me dire, il y a des 1, il y a des 4, personne ne peut me dire. Mais là, moi, je voudrais savoir. Il y a aussi sur des dessins avec des petits, sur des manches, enfin des dessins pour graver sur... C'est des dessins pour gravure, hein, sur des manches, où il y a aussi ces espèces de courbes de niveau très étranges. Ça correspond à quelque chose. Et il y a une anticipation de la libération, où il y a une sorte de map-monde, d'où des foules entières sortent hors du camp pour se libérer, quoi. Donc il y avait une sorte d'anticipation dans la gravure de la libération, quoi, comme ça. Et sinon, il a fait une médaille à chaud, comme un reportage à chaud, le jour de la libération, puisqu'il a gravé la stèle que les déportés ont élevée à la mémoire des 54 000 déportés qui étaient décédés dans le camp et dans les commandos. Et avec des discours notamment en slave de cet homme qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, dans les bombardements sur l'Ukraine. Ce déporté de Boris Romachenko. Voilà, qui était un déporté qui, quand j'y étais en 2015, il avait fait un discours, justement, il avait relu le serment en ukrainien. Plateau qu'on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Et donc sur la question de l'engagement, est-ce que tu te sens porteuse de l'engagement de ton père? Tu parlais des Rosenberg, on est à Villejuif, c'est la banlieue rouge. C'est encore. C'était, enfin plus encore ou moins, oui. Tu t'es imprégné aussi de ces engagements-là de par le parcours de ton père ou... Je suis imprégnée dans mon enfance et mon adolescence d'une joie de vivre en banlieue rouge, ça c'est sûr, où il y avait un monde fou dans les rues, où il y avait des kermesses populaires, où on était nombreux et on échangeait plein de choses. C'était très vivant, avec des options toujours très, très, très humanistes. Je me sens quoi? Je me sens... comment dire, engagé dans plein de trucs. Dans plein de trucs. Comme bon, quand
Quand j'avais 13 ans, j'ai adhéré au PC, mais on m'a refoulé. Quand j'avais 14 ans, on m'a refoulé. À 15 ans, on m'a refoulé encore. À 16 ans, j'ai pas adhéré. Bon. Pourquoi il refoulait? Ben, j'étais trop jeune. Trop jeune. Pendant l'OAS, ah oui, mais je les embêtais parce que j'étais trop jeune. J'avais 15 ans, j'ai gardé comment dire, le local du PC qui devait être plastiqué. Donc on faisait des gardes de nuit. Et puis, après, les copains m'ont mis dans la voiture, mais ils sillonnaient la rue, ils m'avaient fait baisser comme ça, et m'ont ramené chez moi. Bon, et engagé, oui, à ce moment-là. Moi, alors, après, c'est ma vie privée, hein, si tu veux. J'ai quitté la maison à 16 ans. Et j'étais dans une cité universitaire après. Et là, je me suis engagée. Quand je fais un truc, je le fais à fond, je le fais pas. Donc, je me suis engagée dans des études. J'ai fait de la socio au début, puis après de la littérature, après de l'esthétique, après des arts plastiques. Je me suis passionnée pour le muralisme mexicain. J'ai fait un diplôme sur le muralisme mexicain. J'étais au Mexique. J'ai monté un échange entre la France et le Mexique du temps de Jack Lang. Ensuite, j'ai été détachée de l'enseignement dans un musée des arts et traditions populaires. Et je me suis engagée à fond dans la culture populaire, parce que la culture populaire, c'était le mot qui gênait tout le monde, et c'est le mot qui pouvait sauter. C'est comme le muet des femmes, ça tient pas dans la page, quoi. Ça prend trop de place. Parce que j'ai milité aussi dans les mouvements féministes. Et j'avais des bons copains qui me disaient « Mais non, je ne peux pas mettre un professeur, tu vois, avec les photos, c'est pas possible, ça prend trop de place. » Bon, des arguments comme ça. Et là, il y avait plein de gens qui... les arts et traditions, oui, mais populaires, non. La définition dans les beaux quartiers, parce que c'était dans le 16e, de l'art populaire, c'était un art savant abattardi. Et si on regarde dans les faits, pas du tout, c'est même parfois l'inverse, dans les influences. Donc là, je me suis engagée et j'ai fondé un truc qui n'existait pas, c'était des ateliers d'ethnographie en milieu scolaire de l'école communale à l'université, mais surtout pour les lycées et les collèges. Et là, j'ai fait ça pendant 9 ans. J'ai travaillé 20 ans au musée. Donc là, je me suis engagée à fond. Et les ateliers d'ethnographie, parce que je voyais tous ces enfants qui venaient des 4 coins du monde, qui connaissaient, qui ne partaient pas en vacances, alors que les profs partaient en vacances. C'était dans la salle des profs, c'était « Ah, j'ai fait... » Alors j'adorais le mot « faire ». J'ai fait le Vietnam, j'ai fait... Bon, et il y avait des gosses qui étaient là, noirs souvent, et qui ne connaissaient que la cité. Donc je me suis dit, on va faire des ateliers où ils vont être apprentis ethnologues, et ils vont faire des enquêtes sur ce qu'ils veulent, des sujets qu'ils veulent. Ça peut être tout. Ça a été le bien s'asseoir à Melun dans un lycée. C'était autour de la cuisine, le métissage culturel, sexisme qui est le début du racisme, racisme, antisémitisme. Ça a été ça pouvait être la musique, ça pouvait être le langage des mains, par exemple. La transmission, qu'est-ce qu'on transmet dans la famille d'une génération à une génération. Il y a eu les transmissions de linge, par exemple, enfin, etc., etc. Et chaque atelier, à la fin de l'année, parce que moi j'ai tendance à faire comme les œufs en neige, hein, ça mousse, à la fin de l'année on faisait la fête de tous les ateliers au musée. Ça durait une journée entière, donc on faisait sauter les plombs parce qu'il y avait des batucadas, il y avait de la musique, et les jeunes faisaient des spectacles et exposaient leurs ateliers. Ça se terminait toujours par une œuvre esthétique qui regroupait un petit peu tout le savoir acquis pendant l'atelier. Et où ça pouvait être, par exemple, quand ils avaient travaillé sur les Antilles, sur le métissage culturel, ils avaient écrit à l'ambassade d'Haïti
en disant, mais quand on regarde la façon dont ça se passe maintenant, et quand on regarde comment ça se passe dans le passé, il y a vraiment trop de similitudes. Et ça pouvait être aussi améliorer la vie d'un établissement. Comme par exemple, quand ils interviewaient les gens, bon, les jeunes, les adultes aussi, on jette les papiers, en fait, etc. Puis il y a la femme de ménage. La femme de ménage, c'était une Vietnamienne. Ils sont aperçus en l'interviewant qu'elle savait plein de langues, alors que péniblement, ils essayaient d'en apprendre une ou deux. Et qu'elle avait un passé incroyable. Donc ils se sont aperçus qu'il y avait des gens invisibilisés dans les établissements scolaires, et des gens qui étaient, par exemple, quand ils ont étudié les sièges, ils se sont aperçus que le principal, il avait un siège de metteur en scène, quoi. Comme moi aujourd'hui, un siège de metteur en scène. Et que plus on allait vers ce qui était concret, plus c'était des sièges de métal, pas confortables. Ils se sont aperçus aussi au niveau des sièges que dans la ville, il y avait des sièges qui disparaissaient, des sièges qui apparaissaient. Dans les lieux de transport, il n'y avait plus de bancs, c'était des sièges individualisés pour que les SDF ne puissent pas se coucher. Dans les lieux commerciaux, il y avait de plus en plus de chaises pour qu'on séjourne là et puis qu'éventuellement on ramène un petit achat. Bon, enfin ça, donc je me suis engagée à fond là-dedans et je jouais le jeu, c'est-à-dire qu'on faisait un vernissage, on faisait des radios, Radio Beurre, radio, je ne sais plus, toutes les jeunes radios, France Culture aussi. Et après, j'étais dans les lieux féministes qui m'ont bien intéressée. C'est là que j'ai appris que le privé est politique. Et quand on se réunit contre personnes qui vivent la même chose, on s'aperçoit qu'on dit la même chose. Et tout le monde est étonné. Et à ce moment-là, on commence à réfléchir. Et on met en valeur toutes sortes de thématiques, quoi. Donc là, et moi, j'ai tendance à être quelqu'un de transversal. J'ai vécu enfant les luttes fratricides que je ne supporte pas du tout entre des gens qui sont de gauche. Mais on a vu dans la résistance, il y a des gens de gauche qui ont travaillé avec des gens de droite. Hein. Mais moi, on va dire que je suis plutôt à gauche, enfin complètement à gauche. Mais je ne supporte pas les luttes fratricides sur des choses en fait où les gens dominent pas, maîtrisent pas le fait de leur engagement dans tel petit endroit et autre petit endroit ou autre petit endroit, alors qu'en fait ils sont plus ou moins pour les mêmes choses, quoi. Donc, et puis je suis un badaud professionnel. Ça c'est ma personnalité, donc moi j'ai tendance à être très transversale. Mais pour revenir un petit peu à notre point de départ, tu disais que tu écrivais un roman là en ce moment. Oui. Et est-ce que ça a un lien avec l'histoire de départ des camps de la résistance? Pas du tout. Ah non, d'accord. Là j'ai atteint l'âge où on peut être dans l'imagination et que l'imagination. Et c'est un labyrinthe en fait, une structure labyrinthique. Et c'est génial, c'est très intéressant ce genre de truc parce qu'il faut tenir la structure, quoi. C'est une structure. C'est l'imagination, mais il y aura la thématique de la guerre, des guerres et des destructions, des reconstructions. Il y aura ces thématiques-là. Mais après, il y a d'autres thématiques. Et puis il y a surtout une réflexion sur ce qu'est le langage, sur ce qu'est la fonction esthétique. Où je m'engage à fond, moi, c'est dans l'esthétique. Je suis d'abord visuelle et toutes les problèmes, les problématiques que posent les tableaux, que posent les... Voilà. Mais si jamais on me tire dessus, je prends un fusil, c'est sûr. Mais mon père m'a appris à tirer dans les fêtes foraines. Je devais avoir 10 ans. Et ta mère? Alors, alors ma mère, ses petites mains ont servi pour faire les empreintes des faux papiers, hein, des fois. Elle était celle qui ravitaillait en nourriture, voilà, c'était la marmite, on va dire. Et puis, c'était celle qui tapait les stènes, les tracts. Elle a été dactylo au Secours Rouge pendant longtemps, dans des mairies.
quand mon père était en déportation, ils avaient une correspondance que j'ai les originaux encore là. Et les lettres de ma mère étaient des lettres un peu inquiètes, mais c'est pas la même chose que les lettres de mon père, où il demande des trucs précis. Des trucs, on se demande à quoi ça va servir, enfin du gras, de la farine, des choses. Enfin, on sent que. Ils ont pu communiquer comme ça? Oui, oui. Oui. Par la Croix-Rouge Non, directement. Directement, mais j'ai le courrier, hein, là. Donc il y avait les lettres étaient ouvertes. Donc on dit ce qu'on dit, quoi. On dit pas tout. Et ma mère, quand elle recevait des lettres avec le timbre de Hitler, hein, allait se les faire traduire au cours Berlitz. Et elle prenait les traductions en sténo. Donc j'ai sur le papier où il y a le timbre d'Hitler, il y a de la sténo comme ça qui traduit certainement ce qu'il y avait dedans. Et puis elle savait plein de choses, même sans savoir beaucoup. Mais elle faisait partie d'un réseau aussi? Non, pas vraiment, mais enfin, elle épaulait mon père, quoi. Par contre, mon frère, mon frère entier, qui avait 16 ans, je pense que ma mère ne le savait pas, moi je l'ai découvert dans les papiers, était agent de liaison avec entre le chef du réseau et mon père. Et il est revenu, ils avaient rendez-vous dans un cinéma. Il est revenu prévenir mon père qu'il y avait plein de gars du réseau qui étaient arrêtés, et notamment un dénommé Baillet. Baillet que j'ai retrouvé dans le métro, et qui était un ami de mon frère, qui dessinait beaucoup. Chez nous, c'est un peu ça dessine, ça chante. Alors on ne sait pas s'il a eu une méningite foudroyante ou un transport au cerveau. Il n'était pas fait pour ce genre d'action, c'était quand même quelqu'un d'hypersensible. Donc, il est décédé en 4 jours. On n'a jamais su exactement de quoi. Voilà. Et le chef de réseau a suivi l'enterrement de loin, comme ça. Enfin, de loin. Donc, et ma mère, au moment de la libération, elle était sur les barricades de Villejuif au terminus. Et puis, il y avait des clandestins qui vivaient chez nous, notamment Pedro, qui n'a eu de papier qu'après la mort de Franco. Et... Bakanga. Kanga. Je crois que je ne saurais jamais son nom, qui est mort à 96 ans, 9 ans dans une prison de Franco, qui s'est évadé. Et il était petit mineur à 8 ans, dans les mines des Asturies, mais il était très très ami avec son instituteur qui lui passait plein de bouquins. Il était à un endroit où on change les rails comme ça et le wagonnait par ailleurs. Donc là il lisait plein de trucs, même la Bible. Et il s'était dit, étant petit, qu'il ne mourrait pas avant le nouveau passage de la comète Halley. Et j'étais paniquée quand j'ai vu qu'elle repassait, parce qu'il est mort dans la nuit. Mais il a attendu, 96 ans. Et c'est bizarre, ces résistants, ils sont particuliers quand même. Parce qu'il m'a regardé comme il ne m'avait jamais regardé. Et je lui ai dit, comme les mômes, tu m'as jamais vu. Moi j'avais une quarantaine d'années. Hein. Et il m'a dit, mes yeux ne te verront plus. Et il est mort quelques jours après. C'est incroyable. Mais je sais pas, les résistants, ils sont particuliers quand même. C'est des sacrées pointures. Moi, je ne veux pas me dire que je ne m'identifie pas à ces pointures-là, quand même. Et donc, puisque le thème, c'est aussi la résistance en héritage, tu en parlais tout à l'heure, il y a un fonds énorme qui est au MRN, donc le fonds Pierre Provost. Il y a encore énormément de choses qui peuvent alimenter ce fonds. Il y a énormément de documentation encore. Oui, qui sont là. Il y a beaucoup de choses ici que j'ai hâte de donner. Parce que ça ne devrait pas être ici. Mais là, c'est très compliqué, c'est lent, les musées, et puis les musées sont submergés, et puis c'est très compliqué, quoi. Mais moi, j'ai hâte de donner tout ça, c'est sûr. Non pas parce que c'est lourd, mais parce qu'il peut y avoir ici un casse de fait,
et que bêtement, ça va être déchiré, quoi. Tu vois, des dessins qui vont être déchirés. Des carnets de camp, j'en ai des carnets de camp de mon père où il dessinait. Et notamment, il y a un carnet, j'aurais bien aimé savoir, c'était un code secret avec le A, enfin un chiffrage comme ça. On m'a dit que ça n'existait plus, des chiffrages comme ça, c'est des chiffrages d'il y a longtemps et qu'il n'y a plus personne pour déchiffrer ça. Mais des trucs compliqués comme ça, quoi. Mais c'est bête d'avoir des richesses comme ça et de les avoir dans un tiroir et dans des classeurs. Ça, je ne me mets pas en colère parce que mon père m'a toujours dit que quand on se mettait en colère, on avait tort. Mais quand même, il faut être un peu en colère parce que ça reste dans les tiroirs.